Une femme pauvre et humble trouve une petite fille perdue dans la rue, sans savoir que l'enfant est en réalité la fille d'un grand millionnaire qui la cherche désespérément depuis sa disparition. Ce que le père fait lorsqu'il découvre qui est avec sa fille choque tout le monde. Marseille, quartier du Canet, fin d'après-midi. La pluie tombait avec une insistance molle, tapotant les toits rouillés, les trottoirs craquelés et les vitres sales des immeubles décrépits. Claire Dubois marchait d'un pas pressé, les mains dans les poches de son manteau élimé, son sac à provisions battant contre sa hanche. C'était une femme que personne ne remarquait vraiment. Ni jeune, ni vieille, ni belle, ni disgracieuse. Une silhouette quelconque dans une ville trop pressée pour voir les invisibles. Depuis des années, elle nettoyait des bureaux, des halls d'immeubles et parfois des chambres d'hôpital toujours en horaire décalé. Elle vivait seule dans un studio humide, au rez-de-chaussée d'un bâtiment sans ascenseur. Les voisins la connaissaient de vue, mais personne ne connaissait son nom. Elle non plus ne cherchait pas à se faire connaître. La solitude, au fil du temps, était devenue une forme de protection. Claire parlait peu, écoutait beaucoup et existait sans déranger. Ce jour-là, elle rentrait d'un petit contrat de ménage chez un cabinet d'avocats du centre. La pluie avait trempé ses chaussures et chaque pas lui glaçait les orteils. En traversant la petite place Jean Jaurès, elle ralentit. Quelque chose attira son regard. Sur un banc, à l'abri partiel d'un arbre nu, se tenait une fillette, immobile. Elle portait un manteau blanc taché de boue, des collants filés et des bottes roses. Ses cheveux clairs étaient trempés et plaqués contre ses joues, mais ce qui frappa Claire, c'était l'expression figée de son visage. Claire s'approcha doucement sans brusquer. Elle se pencha. « Salut, tu es toute seule, toi ?» La fillette ne répondit pas. Elle leva les yeux, bleus, grands, comme ceux d'une poupée, et les planta dans ceux de Claire. Pas une larme, pas un mot. Juste cette main minuscule qui vint se poser sur la sienne, comme si elle avait attendu ce geste depuis des heures. Claire regarda autour d'elle. La place était vide. Pas de parents affolés, pas de cris, pas de passants. Rien que la pluie et le bruit lointain d'une sirène. Elle hésita. Appeler la police? Attendre ici? Et si les parents étaient juste à côté? Pourtant, tout chez cet enfant criait l'abandon. Une élégance discrète dans les vêtements, mais tachée et dépareillée. Et cette absence de réaction, ce silence inquiet. « Tu veux venir avec moi? Juste pour te sécher. D'accord ?» Toujours aucun mot. Mais la fillette se leva, tenant toujours sa main. Comme une évidence. Claire sentit une pointe d'angoisse monter. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'avait même pas de neveu. Et là, une petite inconnue lui faisait confiance sans une parole. En 10 minutes de marche silencieuse, elles arrivèrent à l'immeuble de Claire. L'enfant ne lâcha sa main qu'une fois dans le minuscule appartement. Claire alluma la lumière, retira son manteau trempé et posa le sien asséché. « Tu dois avoir froid. »« Attends, je vais te trouver une serviette. » Elle courut dans la salle de bain et revint avec une grande serviette usée, douce par l'âge. Elle s'agenouilla devant la fillette et commença à frotter délicatement ses cheveux, puis ses bras. « Comment tu t'appelles, ma chérie? Tu peux me le dire ?» Silence. Mais un regard fixe, inquiet, profondément adulte dans un visage d'enfant. Claire se releva lentement. Elle savait qu'un jour comme os aujourd'hui pouvait tout changer, mais elle ignorait à quel point. L'enfant regardait autour, sans peur, mais sans confort non plus. Claire alla chercher une tasse, fit chauffer, un peu de lait et lui offrit avec du miel. La fillette le prit, but à petites gorgées, sans dire merci. Puis, d'un mouvement lent, elle s'installa sur le vieux canapé et tira la couverture sur ses genoux, comme si elle s'y sentait bien. Claire resta debout un instant, incertaine. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne. Mais elle ne pouvait pas laisser une enfant dans la rue sous la pluie. Demain, pensa-t-elle, demain, elle verra si quelqu'un la cherche. Mais cette nuit-là, pendant que Claire s'endormait, sur son fauteuil, la fillette dormait déjà profondément, le visage enfin détendu. Dans le silence de cet appartement oublié, 2 solitudes venèrent de se rencontrer. Le lendemain matin, un rayon de soleil discret s'infiltra entre les rideaux défraîchis de l'appartement. Claire se réveilla d'un sursaut, le cou endolori, par la nuit passée dans son fauteuil. Elle mit quelques secondes à se rappeler de la présence de l'enfant. Puis, dans un élan, elle se leva. La fillette dormait toujours sur le canapé, recroquevillée sous la couverture, un bras autour d'un vieux coussin. Claire l'observa longuement. Son visage était paisible,
mais une trace d'inquiétude semblait toujours flotter au bord de ses paupières closes. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et pourquoi ne parlait-elle pas? Claire prépara un petit déjeuner simple. Tartine de pain, un peu de confiture et du lait chaud. Quand l'enfant ouvrit enfin les yeux, elle s'assit en silence, regarda la table puis Claire sans rien dire. Elle mangea lentement, sans hâte, mais sans montrer d'hostilité. « Tu sais, je peux t'aider. Si tu me dis comment tu t'appelles, ou où tu habites, tu veux bien m'écrire ton nom ?» Claire lui tendit un vieux carnet et un crayon. La fillette prit le crayon, le fixa quelques secondes, puis le reposa sans écrire. Toujours ce silence opaque. Claire sentit une frustration, mêlée de tristesse. Elle n'était pas préparée à ça. Mais quelque chose en elle refusa de lâcher prise. Les heures passèrent. Claire appela son employeur pour dire qu'elle était malade. Elle n'avait pas souvent de jours libres, mais aujourd'hui, elle ne pouvait pas abandonner cet enfant. Elles passèrent la journée à l'intérieur. Claire tenta de la faire parler et de la faire rire. Elle mit même un vieux dessin animé à la télévision. Rien. Juste quelques sourires furtifs, des gestes timides, mais aucun mot. Dans la soirée, Claire alluma la radio. Aucune alerte, aucun avis de recherche. Elle parcourut les journaux, en ligne sur son vieux téléphone. Rien. Pas une mention d'un enlèvement ou d'un enfant perdu à Marseille. C'était étrange. Une enfant aussi bien habillée, aussi soignée. Quelqu'un devait forcément la chercher. Le deuxième. Soir, Claire lui donna un bain. L'eau chaude sembla délier un peu la tension dans le petit corps frêle. Claire la lava doucement, parlant à voix basse comme pour l'apprivoiser. « Tu sais, je m'appelle Claire. Claire Dubois. Et toi, tu ne veux vraiment pas me le dire ?» Encore une fois, aucun mot. Mais cette fois, la fillette leva le regard vers elle, hésita puis tendit les bras pour qu'elle l'enveloppe dans une serviette. Elle se laissa sécher, habillée, puis grimpa seule sur le canapé pour s'enrouler à nouveau dans la couverture. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange. Claire allait faire quelques courses au marché, prenant soin de ne jamais laisser la fillette seule. Elle l'emmenait avec elle, toujours en silence, sous les regards curieux des passants. Une voisine, Madame Perrin, lança une remarque acide en les croisant. « C'est nouveau, les nounous clandestines dans le quartier ?» Claire sourit, poliment et passa son chemin, le cœur battant. Elle n'avait rien fait de mal. Et pourtant, chaque regard lui donnait l'impression d'être jugée. Elle savait que cacher cet enfant n'était pas légal. Mais comment faire autrement? L'idée de la confier aux services sociaux l'effrayait. Ils ne comprendraient pas. Elle-même n'était personne. Qui la croirait? Une nuit, alors que Claire pensait que la fillette dormait, elle l'entendit murmurer. Ce n'était pas des mots clairs, juste une litanie de sons, comme une chanson douce presque inaudible. Claire s'approcha, s'accroupit à côté d'elle. « Tu veux me parler? Tu as rêvé? Tu as peur ?» L'enfant ouvrit les yeux. Elle tendit la main, toucha la joue de Claire, puis ferma les yeux à nouveau. Un contact, une reconnaissance. Mais toujours aucun nom. Pas un mot sur ses parents. Rien sur ce qui l'avait mené jusque sur ce banc, sous la pluie. Le lendemain, Claire tenta un dernier effort. Elle prit des feuilles de papier et dessina des images simples. Une maison, une voiture, un parc, un chien. Puis, elle les posa devant l'enfant, une à une. « Est-ce que tu reconnais quelque chose? Tu veux me montrer ?» La fillette regarda les dessins, puis pointa lentement le parc. Claire sentit un frisson. Peut-être que tout avait commencé là. Elle rangea les dessins. Elle irait au parc le lendemain, espérant y trouver un indice. Mais une chose était sûre, malgré le silence, malgré le mystère, cet enfant s'attachait à elle. Et Claire, malgré elle, s'attachait à cet enfant. Elle ne savait pas encore que ce lien allait bouleverser leur vie à toutes les deux. Le lendemain matin, fidèle à sa promesse silencieuse, Claire conduisit la fillette jusqu'au petit parc du quartier, celui où elle l'avait trouvé quelques jours plus tôt. Le ciel était gris, menaçant de pluie, mais l'air restait doux pour un matin de mars. Peu de monde. Quelques mères avec des poussettes, 2 adolescents sur un banc et un vieil homme nourrissant des pigeons. Claire observa attentivement les environs, guettant une réaction chez la fillette. Elle marchait à ses côtés, silencieuse comme toujours, mais son regard explorait l'espace avec une attention nerveuse. Lorsqu'elles passèrent près du banc où Claire l'avait découverte, l'enfant s'arrêta net. Elle le fixa longuement, sans s'y asseoir, puis se tourna vers Claire, l'air bouleversé, et se blottit contre elle. Ce geste, spontané et tremblant, figea Claire. Elle la serra dans ses bras, sans un mot.
Il était clair que quelque chose de fort s'était passé ici. Mais quoi? Une dispute? Un abandon? Un accident? Elle n'en saurait rien tant que la fillette ne parlerait pas. Et pourtant, malgré son silence, tout son corps racontait une histoire. De retour à l'appartement, Claire décida de laver les vêtements que la fillette portait encore depuis son arrivée. Lorsqu'elle les retira, elle remarqua un objet qui lui avait échappé, jusque-là caché sous la manche du manteau, une fine chaîne d'or autour du poignet gauche. Pas un bijou de pacotille, non. Une pièce d'orfèvrerie délicate, précieuse, fermée par un petit fermoir travaillé. Accrochée à la chaîne, une breloque en forme de blason gravé, 2 lions entourant un G stylisé. Claire fronça les sourcils. Elle prit la loupe qu'elle utilisait pour recoudre ses vêtements et examina la gravure. C'était clairement un bijou de très grande valeur. L'or, la finesse du travail, l'état impeccable malgré les jours dans la rue, tout indiquait qu'il s'agissait d'un objet important, peut-être même unique, et certainement pas d'un bijou acheté dans un marché de quartier. Elle se tourna vers l'enfant qui l'observait en silence. Claire lui montra la breloque. « Tu sais ce que c'est? C'est à toi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il t'a été offert par ta famille ?» Aucune réponse, mais les yeux de la fillette semblèrent briller d'un éclat nouveau. Claire remit doucement le bracelet à son poignet, puis prit une photo discrète avec son téléphone. Elle voulait essayer de trouver l'origine de ce symbole. Quelqu'un, quelque part, devait reconnaître ce blason. Elle ne pouvait pas croire qu'un bijou aussi spécifique ne mène à rien. Ce soir-là, dans le calme de l'appartement, elle chercha sur Internet. Elle tapa des mots-clés: bracelet enfant or blason lion G, bijoux famille noble France, symbole de lion G blason. Les résultats étaient un peu flous, génériques, sans piste précise. Pourtant, une idée se forma peu à peu dans son esprit. Cette petite ne venait pas de la rue. Elle n'était pas une enfant abandonnée au hasard. Elle appartenait à un autre monde, celui des puissants, des riches, des gens qui ne perdent pas leurs enfants sans que la France entière ne le sache. Mais alors, pourquoi aucun avis de recherche? Pourquoi aucun journal, aucune radio ne mentionnait une disparition? Était-elle recherchée ou cachée volontairement? Et par qui? Claire se remémora les jours passés. Aucun visiteur dans le quartier, aucune voiture de police, aucun flyer, rien. C'était comme si cet enfant n'existait pas, comme si elle avait été effacée. Mais la chaîne en or contredisait tout cela. Elle était la preuve matérielle qu'elle appartenait à un monde que Claire n'avait jamais approché. Elle rangea précieusement la photo du bijou dans son téléphone et nota dans un carnet la description complète de la pièce. Le lendemain, elle irait voir à la bibliothèque municipale s'il existait un registre héraldique. Peut-être que ce G entouré de lions correspondait à une famille aristocratique, ou à une entreprise, ou à une dynastie. La fillette, comme chaque soir, s'endormit sans bruit. Mais Claire, cette nuit-là, mit plus longtemps à trouver le sommeil. Elle se tournait dans son lit en pensant à toutes les implications de cette découverte. Ce n'était plus seulement une enfant perdue. C'était une énigme précieuse, fragile et dangereuse. Elle se surprit à penser à haute voix. Et si quelqu'un venait la chercher? Et s'il croyait que je l'ai prise? Cette pensée la glaça. Car dans ce monde-là, celui du pouvoir et de l'argent, les lois sont parfois différentes. Et les femmes invisibles comme elle ne sont que des ombres faciles à faire disparaître. Le mercredi suivant, le ciel était limpide, lavé par les averses des jours précédents. Claire sortit tôt avec la fillette pour aller au marché de la place Cadenas. Comme toujours, elle gardait l'enfant près d'elle, tenant sa petite main avec une tendresse instinctive. La petite, toujours silencieuse, observait les étals colorés avec un mélange de curiosité et de réserve. Claire acheta un peu de pain, quelques légumes, un fromage à moitié prix. Rien d'extravagant, mais suffisant pour quelques jours. Alors qu'elle choisissait des pommes, elle sentit un regard lourd sur elle. Elle se retourna discrètement. À quelques mètres, plantée devant le stand de volaille, se tenait Madame Perrin, la voisine du troisième. Une femme sèche, au visage plissé par l'amertume, toujours à fouiner, toujours à juger. Elle fixait Claire et la fillette avec une intensité inhabituelle. Le regard de quelqu'un qui pense avoir découvert un secret. Claire sentit une bouffée d'angoisse monter. Elle serra la main de l'enfant, sourit timidement à la vieille femme, puis tourna les talons pour s'éloigner. Mais elle savait déjà. Quelque chose venait de basculer. L'après-midi se déroula sans incident.
Claire tenta de rassurer l'enfant, de faire comme si tout allait bien. Elles préparèrent une tarte aux pommes ensemble, puis regardèrent un film. L'enfant ne parla toujours pas, mais elle commença à imiter certains gestes de Claire, à hocher la tête lorsqu'elle comprenait quelque chose. Les regards entre elles devenaient plus complices, presque familiers. Mais en début de soirée, on frappa à la porte. 3 coups secs. Pas le genre de visite amicale. Claire ouvrit avec précaution. 2 policiers en uniforme se tenèrent là. Le plus jeune prit la parole. « Madame Claire Dubois, on a reçu une information concernant une possible situation irrégulière. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions ?» Claire sentit son estomac se contracter. Elle ouvrit la porte en grand, sans résister. « Entrez », dit-elle, dans un souffle. Les agents entrèrent, regardant autour d'eux. L'un d'eux aperçut la fillette sur le canapé, en train de serrer sa poupée contre elle. Il s'approcha doucement. « Bonjour, petite. Tu peux nous dire comment tu t'appelles ?»« Rien. » Silence absolu. La petite se leva et courut se cacher derrière Claire, l'enlaçant par la taille. L'autre agent prit des notes. « Depuis combien de temps cet enfant est chez vous, Madame Dubois ?»« Je l'ai trouvée seule, dans un parc. Il pleuvait. Elle ne disait rien. Je ne pouvais pas la laisser là. Et vous avez pensé à prévenir les autorités ?» Claire baissa les yeux. « Je voulais, mais elle ne parle pas. Elle ne semble pas se souvenir de quoi que ce soit. J'avais peur qu'on l'emmène dans un endroit où personne ne comprendrait ça. Je l'ai juste protégée. » Les policiers échangèrent un regard. Le plus jeune s'adressa à l'enfant, à nouveau. « On va juste t'emmener pour quelques vérifications. Tu pourras revenir ici si tout va bien, d'accord ?» La fillette, cette fois, réagit. Elle se mit à pleurer, des larmes silencieuses, des sanglots sourds. Elle s'accrocha, à Claire refusant de bouger. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais venir te chercher, je te le promets. » Mais les agents durent la détacher de Claire. La scène fut brève, mais déchirante. Les pleurs de l'enfant résonnèrent dans le petit appartement comme un adieu. Claire resta plantée au milieu du salon, immobile, les bras vides. Quelques heures plus tard, elle fut convoquée au commissariat pour un entretien. Un inspecteur plus âgé la fit asseoir. « Madame Dubois, vous êtes accusée, pour le moment officieusement, de rétention illégale d'un mineur. Vous comprenez la gravité ?» Claire hocha la tête, incapable de parler. Pourtant, la petite ne semble pas avoir subi de mauvais traitements. Au contraire, elle refuse de vous quitter, c'est particulier. Il consulta un dossier. Aucun signalement de disparition correspondant à son profil n'a été enregistré ici, mais nous allons faire appel à d'autres services. En attendant, vous êtes libre de rentrer. Mais ne quittez pas la ville. Claire sortit du commissariat comme une ombre. Dans la rue, le monde semblait continuer sans elle. Les voitures roulaient, les passants bavardaient, les lumières des boutiques brillaient. Mais pour elle, tout était devenu flou. De retour chez Heltas, elle trouva le silence plus pesant que jamais. Le canapé vide, le bol de la fillette encore sur la table, et ce bracelet posé là qu'elle avait retiré pour ne pas attirer l'attention. Elle le prit dans sa main, le serra contre son cœur. « Je vais te retrouver », murmura-t-elle. « Je ne laisserai personne te faire du mal. » Elle ne savait pas, encore que cette promesse allait l'emmener bien plus loin qu'elle ne l'imaginait. 3 jours passèrent sans nouvelles. 3 jours d'un silence presque cruel, où chaque bruit de pas dans le couloir faisait sursauter Claire. Elle ne dormait plus vraiment. Manger était devenu un automatisme, sans goût, sans envie. L'absence de la fillette la hantait. L'appartement semblait plus froid, plus sombre. La couverture qu'elle utilisait encore traînait sur le canapé comme une trace fantomatique. Claire sortait le moins possible, de peur de croiser les voisins ou pire, les policiers. Elle savait que tout pouvait encore basculer. La peur d'une accusation de kidnapping planait, malgré le fait qu'elle n'ait jamais eu de mauvaises intentions. Elle se demandait si la petite allait bien, si elle était prise en charge avec douceur, si elle dormait sans cauchemar. C'est dans cet état de tension permanente que le destin frappa à sa porte d'une manière inattendue. Elle venait de terminer un nettoyage dans une clinique privée du centre-ville. En rangeant les produits, elle passa dans la salle d'attente pour vérifier les dernières chaises. Là, sur la petite table basse, un journal traînait, encore humide de la pluie. Par réflexe, elle le prit pour le jeter, mais une image sur la couverture la figea. Une photo en couleur, le visage de la fillette, ses yeux bleus, ses cheveux clairs,
le même manteau blanc. Et en titre, écrit en lettres capitales, le millionnaire Antoine Girard offre une récompense pour retrouver sa fille disparue. Claire sentit le sol se dérober sous elle. Elle s'assit brutalement, le journal serré entre ses mains, tremblante. Elle lut l'article en retenant sa respiration. Antoine Girard, fondateur du groupe Girard Industries et figure emblématique de l'économie française, a lancé un appel public pour retrouver sa fille unique, Élodie, disparue. Il y a maintenant 8 jours à Marseille. L'enfant aurait échappé à la vigilance de sa nourrice dans un parc privé situé dans un quartier résidentiel. Aucune piste concrète n'a été confirmée par la police, bien que l'enquête soit en cours. Une récompense de 500 000 € est promise à quiconque fournira des informations permettant de localiser l'enfant. Claire relut l'article encore et encore. Tout correspondait. Le parc, les jours, le visage, même le bracelet. C'était bien elle. La petite silencieuse qui dormait sur son canapé était la fille d'un des hommes les plus riches du pays. Et maintenant, le monde entier la cherchait. Mais pourquoi aucune information n'était apparue dans les médias les jours précédents? Pourquoi la police, en l'interrogeant, n'avait pas immédiatement reconnu l'enfant? Elle comprit alors que certains mondes fonctionnaient à huis clos, que les très riches avaient leur propre réseau, leurs propres règles. Peut-être que la disparition avait d'abord été cachée pour éviter le scandale. Peut-être que la photo n'avait été diffusée que lorsque la discrétion n'avait plus suffi. Claire rangea le journal dans son sac, le cœur battant. Elle ne savait pas quoi faire. Aller à la police, leur dire qu'elle avait été avec Élodie pendant tout ce temps, et si on l'accusait de l'avoir volontairement cachée, de vouloir profiter de la récompense. Elle rentra chez elle dans un état second. Une fois à l'intérieur, elle ressortit la photo du bracelet qu'elle avait prise. Elle la compara à l'image sur le journal. Aucun doute, même bijou, même enfant. Mais ce qui la troubla le plus, ce ne fut pas la richesse ou le nom. Ce fut le regard de l'homme sur la photo, Antoine Girard. Un homme froid, aux traits marqués, le visage figé dans une expression de dureté contenue. Il n'avait pas l'air d'un père en deuil, plutôt d'un homme en colère, furieux qu'on lui ait volé ce qui lui appartenait. Claire eut un frisson. Elle s'installa à sa table, le journal ouvert devant elle, et écrivit quelques lignes sur une feuille de papier. Des pensées confuses, des questions qu'elle ne pouvait adresser à personne. Pourquoi Élodie ne parle-t-elle pas? De quoi a-t-elle peur? Est-ce de moi ou de ce qu'elle a laissé derrière elle? Elle fixa la photo du père. Ce nom, Antoine Girard, résonnait maintenant dans sa tête comme un écho sourd. Elle devait en apprendre plus sur lui, comprendre à qui appartenait cet enfant, avant de prendre une décision, avant de livrer une vérité que peut-être personne ne voulait entendre. Car quelque chose au fond d'elle lui disait que cette histoire n'était pas seulement celle d'une disparition, c'était celle d'un secret. Et ce secret, Claire l'avait tenu dans ses bras. La nuit tomba sur Marseille avec un silence plus dense que d'habitude. Claire restait assise, le journal toujours déplié devant elle. Le nom d'Antoine Girard se répétait dans sa tête comme une litanie obsédante. Chaque phrase de l'article résonnait avec une intensité douloureuse. Pourtant, ce n'était pas la renommée du père qui l'effrayait, ni la récompense faramineuse, ni la médiatisation soudaine de l'affaire. Ce qui paralysait Claire, c'était autre chose. Un souvenir, un épisode lointain, une douleur encore vive, enfouie sous des couches de silence. Des années plus tôt, Claire avait travaillé comme femme de ménage dans une maison bourgeoise des quartiers chics de Montpellier. Elle y était restée 3 ans, discrète, ponctuelle, irréprochable, jusqu'au jour où une bague en diamant disparut. L'épouse du propriétaire accusa Claire sans preuve, sous prétexte qu'elle était la seule étrangère à entrer. Dans la chambre, la police fut appelée. Elle fut interrogée comme une criminelle, fouillée, humiliée. Aucune trace de la bague ne fut jamais retrouvée, mais le mal était fait. Elle perdit son emploi, et avec lui la confiance dans les institutions, dans la justice, dans les gens riches. Personne n'était venu la défendre, pas même ceux pour qui elle avait travaillé avec loyauté. Elle s'était retrouvée seule, marquée à jamais par cette suspicion injuste. Depuis ce jour, Claire avait appris à se faire oublier, à ne jamais attirer l'attention, à éviter tout conflit, toute exposition. C'était une question de survie. Alors maintenant, avec cette histoire de fillette, comment pouvait-elle affronter un homme comme Antoine Girard, un homme habitué à ce que tout lui obéisse, un homme dont un simple regard pouvait condamner ou gracier?
Elle se leva, fit les 100 pas dans son salon exigu. Non, elle ne pouvait pas aller à la police, pas tant qu'elle ne saurait pas exactement à qui elle avait affaire, et surtout, pas tant qu'elle ne comprendrait pas ce qui était arrivé à Élodie. Elle reprit le journal et lut les détails sur la disparition. Une nourrice défaillante, un parc privé, une disparition en plein jour, aucun témoin. Tout sonnait trop propre, trop maîtrisé. Claire connaissait les quartiers riches, les résidences sécurisées. Il fallait une faille sérieuse pour qu'un enfant disparaisse dans ces conditions. Elle décida alors de chercher par ses propres moyens. D'abord, elle consulta Internet. Antoine Girard ramenait des dizaines d'articles. PDG respecté, donateur dans les cercles politiques, invité régulier des plateaux économiques. Mais aussi des rumeurs de procédures, de licenciements massifs, de rachats agressifs. Un homme redouté dans le monde des affaires, à l'abri derrière des murs de sécurité et de silence. Claire chercha ensuite le nom de la nourrice. Rien, aucune mention. Même les sites de potins évitèrent le sujet. Cela lui parut étrange. Dans une affaire aussi médiatisée, pourquoi ne disait-on rien de la personne qui avait perdu l'enfant? Était-elle protégée, écartée ou bâillonnée? Elle sentit une angoisse nouvelle monter en elle. Ce silence n'était pas normal. Quelque chose clochait. Le lendemain, Claire se rendit discrètement au centre d'assistance sociale du quartier. Elle ne demanda pas à voir l'enfant. Elle savait que ce serait impossible. Elle se contenta d'observer les allées et venues, les travailleurs sociaux, les dossiers empilés. Elle espérait peut-être voir un visage connu ou entendre un nom, mais il n'y avait rien. Un sentiment d'impuissance s'empara d'elle. Elle avait été la seule à veiller sur Élodie pendant ses jours perdus, à lui offrir du lait, chaud, une couverture, des mots doux. Et maintenant, elle était redevenue une inconnue, une menace potentielle. Elle rentra chez elle, épuisée, mais plus décidée que jamais. Elle devait comprendre qui était Antoine Girard, au-delà de l'image publique. Et pour cela, elle devait s'en approcher, l'observer, trouver une faille. Elle ouvrit un journal économique, feuilleta les pages jusqu'à tomber sur une brève. Antoine Girard sera présent à l'hôtel Le Renaissance cette semaine pour la conférence des investisseurs internationaux. Elle reconnut le nom de l'hôtel, un des plus luxueux de Marseille, situé en bord de mer. Ce soir-là, Claire mit de côté ses peurs. Elle ressortit son vieux uniforme de femme de ménage, recousu 1000 fois, repassé soigneusement. Le lendemain, elle irait là-bas, pas comme invitée, mais comme employée, comme toujours. Elle savait comment se fondre dans le décor, comment passer inaperçue, comment écouter sans être vue. Et cette fois, elle ne cherchait pas à survivre. Elle cherchait la vérité. L'hôtel Le Renaissance dominait le vieux port avec une élégance hautaine. Façade de verre et de marbre, portier en costume noir, tapis rouge déroulé même sous la pluie. C'était un monde à part, où les visages souriaient sans sincérité, et les voix étaient toujours calibrées. Claire, vêtue de son uniforme le plus propre, franchit les portes avec la démarche assurée des invisibles. Celle des femmes, qu'on ne remarque pas mais qui voient tout. Elle avait réussi, par un contact ancien dans une agence d'intérim, à décrocher un remplacement de 2 jours comme femme de chambre. Personne ne posa trop de questions. Son CV discret, ses habitudes dociles, tout servait à la rendre utile mais oubliable, juste comme elle le voulait. Dès son arrivée, elle étudia les lieux avec soin. Elle repéra les étages privés, les salons réservés, les allées des serveurs, les regards des vigiles. Chaque détail avait son importance. Puis, en consultant la liste de répartition des chambres, son cœur manqua un battement. Suite. Présidentielle, Monsieur Antoine Girard. Le nom était là, net, réel. Plus aucun doute. Elle passa la journée à faire son travail avec une concentration glaciale, attentive aux moindres mouvements. Dans les couloirs, elle croisa des hommes, en costume, des femmes aux tailleurs impeccables, des employés stressés, des conversations chuchotées sur des millions d'euros. Le monde de Girard en action. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'occupait des poubelles du couloir menant aux suites, elle le vit, sortant de l'ascenseur, entouré de 2 hommes à l'allure sévère, costume noir, oreillettes discrètes. Antoine Girard en personne. Grand, mince, cheveux argentés bien coiffés, regard dur. Il avançait avec une précision presque militaire, ne saluant personne, ne regardant personne. Claire se figea, les mains pleines de sacs poubelles. Elle baissa la tête comme si elle n'était rien, et c'est exactement ainsi qu'il la vit. Ou plutôt, ne la vit pas.
Il passa devant elle comme on passe devant une plante d'ornement. Sans conscience, sans trace. Il était comme elle l'avait imaginé à travers les photos, puissant, impénétrable, glacial. Mais c'est ce qu'elle vit ensuite qui changea tout. Dans le salon d'attente adjacent, un téléviseur diffusait un reportage spécial sur la disparition d'Élodie. Images de caméras de surveillance, déclarations de la police, portrait d'Antoine Girard appelant à l'aide. Claire jeta un coup d'œil rapide. Et là, debout près de l'écran fixant les images avec intensité, se trouvait une fillette. Pas Élodie, une autre, mais avec les mêmes gestes, la même taille, le même regard perdu. Claire sentit une nausée monter. L'image de l'enfant sur l'écran était la même que celle qu'elle avait tenue dans ses bras, mais ce n'était pas cela qui la frappa. Ce fut ce moment précis où Élodie, depuis l'écran, regarda la caméra et, les lèvres tremblantes, murmura « Papa ». Ce mot simple, presque inaudible, mais si lourd de sens. Elle se souvint aussitôt de la scène, quelques jours auparavant, quand la fillette l'avait vue pleurer devant la télévision, et de ce moment bref, étrange, où elle avait prononcé un son semblable. Ce n'était pas un gémissement, c'était un mot, une tentative. Elle l'avait dit. « Papa ». Claire se remit à bouger, comme portée par un instinct plus fort que la peur. Elle termina son service sans faire de faux pas, quitta l'hôtel à la nuit tombée, puis rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Ce soir-là, elle comprit que le silence d'Élodie n'était pas seulement dû au choc ou à la peur. C'était une blessure plus profonde, quelque chose que les mots ne suffisaient pas à exprimer. Elle ressortit tous les dessins qu'elle avait faits ensemble, reprit le carnet, relut chaque page, et soudain, dans un coin, elle vit un gribouillis qu'elle n'avait pas remarqué. Un petit G maladroit, entouré de deux formes étranges. Pas tout à fait des lions, mais proches, très proches. Élodie avait essayé de parler, elle l'avait fait avec ses moyens. Claire serra le carnet contre elle. Il fallait agir. Mais comment? Toute démarche pouvait se retourner contre elle. Et pourtant, une idée germait en elle. Pas une solution, pas encore, mais une nécessité. Elle ne pouvait plus rester dans l'ombre. Avant de dormir, elle nota sur une feuille les seuls mots clairs de ce jour-là. Elle a dit « Papa », elle se souvient. Le lendemain, le réveil sonna à 6 heures comme d'habitude. Mais Claire était déjà éveillée, allongée, les yeux ouverts dans le noir, les pensées empoisonnées par l'image d'Élodie. Elle s'était jurée de la protéger, et maintenant, elle l'avait vue, à travers un écran, plus perdu que jamais. Mais ce n'était pas la détresse de l'enfant qui l'avait le plus alarmée. C'était ce sentiment rampant que quelque chose d'invisible se resserrait autour d'elle. Et cette sensation n'était pas infondée. À 9 heures précises, on frappa à sa porte. 2 coups espacés, pas les mêmes que la dernière fois. Claire ouvrit avec prudence et son cœur manqua un battement. Ce n'était pas la police, c'étaient des hommes en civil. 2. Costume, coupe nette, regard droit. L'un d'eux montra une carte sans vraiment la laisser lire. « Claire Dubois, vous allez devoir nous suivre. Nous avons des questions concernant l'enfant que vous avez hébergé. » Elle n'eut pas le temps de poser de questions. Elle n'opposa aucune résistance. Dans la voiture banalisée, les hommes restèrent silencieux. Ils roulèrent jusqu'à un commissariat secondaire, loin du centre. Là, elle fut conduite dans une pièce exiguë, avec une table, 2 chaises et un miroir sans teint. L'interrogatoire commença. « Vous avez gardé une enfant sans prévenir les autorités. C'est un fait, pourquoi? Elle était seule, perdue, muette. Elle ne portait aucun papier, ne disait pas son nom. J'ai eu peur qu'on la place sans soin. Elle s'attachait à moi, je voulais la protéger. Avez-vous pensé que cette décision pourrait être interprétée comme une tentative d'enlèvement? Non, parce que ce n'en était pas une. Ils la fixèrent. L'un d'eux sortit une tablette, lança une vidéo. Regardez, c'était un enregistrement. On y voyait Claire, dans son appartement, assise sur le canapé. Et Élodie qui s'approchait d'elle, murmurait un mot, posait sa tête sur son épaule. Claire sentit sa gorge se nouer. C'était une vidéo prise depuis un téléphone, manifestement par un des travailleurs sociaux lors de l'enlèvement de l'enfant. Puis l'homme fit une pause, la regarda. « La fillette vous cherche. Elle vous appelle. C'est rare, très rare. Même avec son père, elle reste muette. Et pourtant, avec vous ?» Claire baissa les yeux, elle savait. « Elle m'a appelé maman une fois. Je crois qu'elle ne savait pas ce que cela voulait dire. Ou peut-être que si, je n'ai rien fait de mal. Rien, vous entendez ?»
Le silence s'étira, puis la porte s'ouvrit. Un troisième homme entra, plus âgé, costume 3 pièces, allure austère. Il portait une mallette. Il ne se présenta pas. « Mademoiselle Dubois, j'ai été mandatée par Monsieur Girard. Il est au courant de tout. » Claire sentit une vague glaciale la traverser. Elle se redressa sur la défensive. « Qu'est-ce qu'il veut ?» L'homme ouvrit un dossier, le posa devant elle. « Il veut comprendre. Il veut entendre votre version. Et surtout, il veut revoir celle que sa fille appelle dans ses cauchemars. » Elle resta figée. « Elle me réclame toutes les nuits. Elle refuse de dormir ailleurs que dans la pièce où vous la gardiez. Elle se réveille en criant votre prénom. » Claire se leva comme prise de vertige. « Je veux la voir. Juste la voir. Savoir qu'elle va bien. » Le représentant resta impassible. « Ce n'est pas encore possible. Mais Monsieur Girard est prêt à vous rencontrer, personnellement, et à vous écouter. » Elle le fixa longuement. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était plus profond, une méfiance instinctive. Elle ne comprenait pas ce brusque changement de ton. Pourquoi l'homme le plus influent de France voudrait-il l'écouter? Pourquoi ne la faisait-il pas simplement arrêter? La réponse, elle la devinait sans l'oser. Parce qu'il avait vu les mêmes images. Parce qu'il avait vu sa fille tendre les bras vers une inconnue plutôt que vers lui. Et peut-être dans son monde de pouvoir, cela était plus insupportable que la perte elle-même. Les heures suivantes se passèrent dans un flou nerveux. Elle fut relâchée, sans accusation officielle. Mais à son retour chez elle, tout avait changé. Sa porte portait les traces d'une fouille. Son appartement semblait inspecté, retourné, même si rien ne manquait. Sur la table, un dossier l'attendait. Un simple mot à l'intérieur. « Nous vous recontacterons ». Claire referma. La porte s'appuya contre le mur, ferma les yeux. Sa peur avait désormais un nom. Et ce nom était Antoine Girard. Antoine Girard ne parlait plus à personne depuis 2 jours. Dans sa suite au dernier étage de l'hôtel Le Renaissance, il avait exigé silence total. Seul son conseiller juridique avait encore accès à lui, et même ses associés les plus proches n'obtenaient que des réponses sèches et laconiques. Sa fille avait été retrouvée. C'était tout ce qui comptait. Mais ce qu'il avait découvert ensuite bouleversait toutes ses certitudes. La vidéo de l'enfant, hurlant lorsque les agents sociaux tentèrent de la séparer d'une inconnue, l'avait brisé. Il avait vu Élodie, si petite, si fragile, se cramponner désespérément à cette femme, une femme dont il ne connaissait même pas le nom. Pas sa nourrice, pas une proche. Une inconnue, issue d'un quartier pauvre, sans lien aucun avec sa famille. Et pourtant, c'était vers elle que sa fille tendait les bras. C'était à elle qu'elle faisait confiance. Il exigea un rapport complet. Les détectives engagés lui livrèrent le profil de Claire Dubois. 38 ans, sans casier, a vécu dans plusieurs villes du Sud. Travaille comme femme de ménage depuis l'âge de 18 ans. Aucun lien familial proche. Une vie discrète marquée par l'oubli. Mais ce n'était pas ce que disait Élodie. L'enfant, toujours muette, pleurait sans fin depuis qu'on l'avait arrachée à Claire. Elle refusait de manger, ne dormait qu'à peine, et ses rares gestes exprimaient une angoisse constante. Les psychologues étaient dépassés. Et c'est là qu'Antoine comprit. Il devait voir cette femme. Le rendez-vous fut fixé dans un bureau discret du siège de Girard Industries, un lieu choisi pour éviter les caméras, les curieux, la presse. Claire y arriva accompagnée d'un avocat désigné par une association de défense sociale. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec un homme comme Antoine Girard. Lorsqu'il entra dans la pièce, elle le reconnut aussitôt. Même prestance, même regard perçant. Il la fixa sans mot dire pendant de longues secondes. Puis, d'une voix basse mais ferme, il demanda « C'est vous qui avez veillé sur ma fille pendant tout ce temps ?» Claire soutint son regard. Elle était seule, sous la pluie. Elle ne disait rien. Je ne pouvais pas la laisser. Il hocha lentement la tête. Puis, contre toute attente, il s'assit, retira sa montre, s'appuya sur la table comme s'il déposait une armure invisible. Elle ne parle toujours pas. Pas vraiment. Mais elle répète parfois un mot, « Claire ». Le nom résonna dans la pièce avec une douceur inattendue. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle se tenait droite, digne malgré l'émotion qui montait en elle. « Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas cherché à vous voler votre fille. Je n'ai même pas su qui elle était avant de voir sa photo dans un journal. Mais elle avait besoin de moi. Et moi, j'ai eu besoin d'elle. » Un silence épais s'installa.
Antoine ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose en lui avait changé. Un pli dans son visage, une tension relâchée. « On m'a dit que vous l'avez nourrie, lavée, protégée, qu'elle ne dormait que dans vos bras. » Claire baissa la tête. Elle ne voulait ni éloge ni pitié. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit-il doucement. « Ce que vous avez fait, personne d'autre ne l'a fait. Pas même ceux que je paye des fortunes. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Puis, sans regarder Claire, il ajouta « J'ai failli la perdre. Et ce n'est pas l'argent qui l'a retrouvée, c'est vous. » La pièce resta silencieuse. Claire sentit son cœur battre plus vite. Elle s'attendait à une accusation, à une menace, à une mise en garde voilée, mais pas à ça, pas à cette reconnaissance presque douloureuse. Antoine se tourna enfin vers elle, le regard moins dur. « Je ne suis pas un homme facile, et je ne crois pas en la bonté gratuite. Mais ce que vous avez fait, vous m'avez obligé à voir les choses autrement. » Il s'approcha de la table, prit un dossier et le lui tendit. Ce sont les dessins qu'elle a faits pendant son hospitalisation. Vous y êtes partout, chaque page. Claire les prit, les regarda. Des croquis maladroits, mais toujours le même visage, le sien. Et un mot écrit maladroitement à côté. Claire. Elle retint un sanglot. Elle va bien? Elle vous réclame. Et je ne sais plus quoi faire. Claire leva les yeux vers lui, ce géant du monde industriel qui semblait soudain si humain. Alors laissez-moi la revoir. Et dans ce simple échange, un accord tacite fut scellé. Non pas un contrat ni une obligation, mais quelque chose de plus rare, une reconnaissance mutuelle. Il ne le savait pas encore, mais ce jour allait changer le destin de chacun. Le jour suivant, les médias explosèrent de titres et de spéculations. Le visage d'Antoine Girard réapparaissait sur tous les écrans, mais cette fois il n'était pas seul. À sa droite, lors d'une conférence improvisée devant les portes de son siège parisien, se tenait Claire Dubois. Elle ne portait pas de robe chic, ni de maquillage. Juste son manteau gris usé et son regard droit planté devant les caméras. Tout le pays découvrait, stupéfait, celle que les journaux appelèrent déjà la sauveuse de la petite Girard. Antoine avait voulu que ce soit public, non pour laver une image, il n'en avait que faire, mais pour une vérité simple qu'il avait désormais gravée dans sa chair. Sa fille n'aurait pas survécu sans cette femme. Il avait demandé à la presse de venir. Sans prévenir, Claire à l'avance. Mais lorsqu'il monta sur le petit podium improvisé et lui tendit la main, elle comprit qu'il n'allait pas la trahir. Elle l'accepta, hésitante, puis l'écouta parler. « Aujourd'hui, je veux remercier publiquement une femme que rien ne désignait pour une mission aussi lourde. Claire Dubois. Elle n'est ni médecin, ni assistante sociale, ni policière. Elle est femme de ménage. Et c'est elle qui a retrouvé ma fille. Mieux encore, c'est elle qui l'a fait revivre. » Des flashs crépitèrent. Les journalistes se bousculaient pour capter chaque mot. Claire resta immobile, le visage tendu par l'émotion. Antoine poursuivit, plus calmement. « Lorsque ma fille a été arrachée à elle par erreur, elle s'est éteinte à nouveau. Les médecins n'y comprennent rien, moi si. Elle a été blessée, perdue, et une étrangère lui a offert la seule chose que mon argent n'a pas su lui donner, la sécurité. » Il fit une pause, puis dit la phrase qui fit basculer le pays tout entier. « Et je refuse qu'elle soit traitée comme une suspecte. Elle est une héroïne, et à partir d'aujourd'hui, elle a toute ma confiance. » Le silence fut total pendant une seconde, puis des murmures, des réactions étouffées. La presse, qui jusqu'ici spéculait sur une éventuelle accusation contre Claire, changea brutalement de ton. L'après-midi même, les journaux titraient « Antoine Girard défend la femme qui a sauvé sa fille, une pauvre parmi les puissants. Claire Dubois, du silence à la reconnaissance nationale. » Sur les plateaux télé, on débattait « Était-elle sincère? Était-ce une manœuvre? Pourquoi une inconnue avait-elle su où étaient les policiers avaient échoué? » Mais pour Claire, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle fut autorisée à revoir Élodie. La rencontre eut lieu dans un hôpital privé, discret, sécurisé. Claire entra dans la chambre les jambes tremblantes. La fillette était là, assise sur un petit lit blanc, serrant une peluche. Lorsqu'elle vit Claire, elle se leva d'un bond. Ses petits bras s'élancèrent dans l'air, et pour la première fois, sa voix s'éleva clairement. « Claire !» Ce cri unique, pur, traversa la pièce comme une onde. Claire s'agenouilla, la serra contre elle. Les infirmières pleuraient en silence. Même Antoine, debout dans l'ombre, détourna le regard, bouleversé.
La petite parlait à nouveau. Elle respirait, elle vivait. Après ce moment, plus rien ne fut comme avant. Antoine invita Claire à dîner dans sa résidence secondaire. Pas un repas formel. Un vrai moment. Il voulait comprendre. Apprendre à la connaître. Elle accepta avec prudence. Mais au fond, quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus seulement la femme invisible de Marseille. Elle était celle que même un milliardaire ne pouvait ignorer. Et pourtant, malgré les éloges et l'attention, Claire restait sur ses gardes. Elle ne comprenait pas encore pourquoi un homme comme Antoine Girard, habitué à dominer le monde, avait décidé non seulement de la défendre, mais de l'exposer. Ainsi, elle comprenait qu'il était sincère. Mais elle savait aussi que les puissants n'agissaient jamais sans raison. Un matin, alors qu'elle prenait un café dans la cuisine de l'aile réservée au personnel de la maison Girard, une employée lui glissa discrètement. « Vous savez qu'il n'a jamais laissé personne approcher Élodie comme vous. Même sa propre sœur ne l'a jamais tenue dans ses bras. » Claire ne répondit rien, mais elle sentit pour la première fois que ce qu'elle vivait n'était pas une parenthèse. Quelque chose de profond se jouait ici, un lien irréversible. Et le pays, lui, regardait avec étonnement ce qui prenait forme. Une relation improbable entre un magnate de l'industrie et une femme née dans l'oubli. Le temps passa comme un souffle étrange. Une semaine seulement après la conférence de presse, la vie de Claire avait déjà été bouleversée de fond en comble. Elle n'était plus une silhouette anonyme dans les rues grises de Marseille, mais un visage familier pour des millions de Français. Les journaux voulaient raconter son histoire, les plateaux télé la recevoir, les associations l'honorer. Mais Claire refusait toutes les invitations. Elle ne voulait ni gloire ni reconnaissance. Elle n'avait pas changé. Elle n'était pas prête pour le regard insistant d'un pays entier. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'Élodie aille bien, que cette fillette retrouve sa voix, son sommeil, son enfance. Un soir, alors qu'elle était de retour dans son petit appartement, qu'elle n'avait pas encore quitté malgré les propositions de logement temporaire, on frappa à sa porte. Cette fois, pas de policier ni de journaliste. C'était Antoine Girard, seul, sans chauffeur, sans garde du corps, sans conseiller. Il portait un manteau sombre, des gants de cuir et dans les mains, une simple enveloppe. Claire le regarda, stupéfaite. Il semblait fatigué, ou peut-être juste humain. « Je peux entrer ?» Elle s'écarta, le laissa passer. Il observa les lieux, humbles mais soignés. Le canapé où sa fille avait dormi, la petite table marquée par les années. Il s'assit sans dire un mot, puis déposa l'enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une proposition. Officielle. » Claire l'ouvrit. Un contrat, long, détaillé, rédigé avec le sérieux juridique d'un homme qui ne laisse rien au hasard. Elle lut les premières lignes, fronça les sourcils. « Vous voulez que je sois la nourrice d'Élodie ?»« Pas seulement. Je veux que vous viviez chez nous, dans la maison familiale. Pas comme une employée parmi d'autres, comme une présence constante. Elle ne dort toujours pas sans parler de vous. Elle vous réclame, elle vous cherche dans les couloirs. » Claire resta silencieuse. Son cœur battait fort. Elle relut un passage du contrat. « Et ce salaire, ce logement, cette assurance, tout ça pour que je sois sa nounou ?» Antoine hocha la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est un besoin, le sien et le mien. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne suis pas un homme facile, Claire. Je suis devenu ce que je suis en fermant des portes, en dressant des murs. Mais vous avez franchi tous ces murs sans même le vouloir. Vous avez sauvé ma fille, pas en la retrouvant, non, en lui montrant qu'elle avait encore un monde dans lequel elle pouvait se sentir en sécurité. » Claire sentit ses yeux se brouiller. Elle posa les papiers. « Et si je dis non? Vous êtes libre, je ne vous forcerai à rien, mais je vous demande de réfléchir. Pas à moi, à elle. » Il sortit une photo de sa poche. Élodie dessinant dans sa chambre, un sourire timide sur les lèvres. À côté d'elle, un dessin colorié maladroitement. 2 silhouettes, une petite et une grande, main dans la main. Claire le regarda longuement. Elle se leva, fit quelques pas, puis revint. « Si j'accepte, ce sera à mes conditions. » Antoine sourit, à peine. Il s'attendait à cela. « Je vous écoute. Je veux un rôle officiel, mais pas invisible. Je ne veux pas être la bonne à tout faire. Je veux être respectée. Pas pour les caméras, pour elle. Et je veux qu'elle sache que je ne suis pas là parce qu'on m'a acheté, mais parce que je l'ai choisi.
Il hocha la tête, touché malgré lui. Ce sera ainsi. Claire respira profondément. C'était irréel. Une semaine plus tôt, elle nettoyait les sols de bureaux vides. Aujourd'hui, elle posait des conditions à l'un des hommes les plus puissants du pays, et il les acceptait. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas une ascension sociale, ce n'était pas un conte de fées, c'était une promesse, celle de ne jamais abandonner une enfant qu'elle n'avait pas portée, mais qu'elle avait appris à aimer comme s'il en avait été autrement. Et la France, de son côté, assistait, divisée, à cette transformation. Certains criaient à la manipulation, à l'opportunisme. D'autres saluaient le courage d'une femme ordinaire qui osait poser ses conditions aux puissants. Les réseaux sociaux débordaient d'opinions. Mais Claire, elle, ne lisait rien de tout cela. Elle faisait sa valise. Elle allait rejoindre Élodie. Le portail de la propriété des Girard s'ouvrit lentement devant la voiture discrète qui transportait Claire. Elle n'avait accepté ni chauffeur, ni escorte. Elle tenait à franchir cette frontière comme une femme libre, lucide, et non comme une protégée transportée vers un monde qui ne lui appartenait pas. Elle voulait garder ses repères, et surtout, garder les yeux ouverts. La demeure était aussi imposante que dans les photos des magazines. Une bâtisse de pierre claire, restaurée avec goût, au cœur d'un vaste terrain bordé d'arbres centenaires. Une terrasse immense surplombait la mer, et au loin, on distinguait les lignes modernes de la piscine à débordement. Mais tout cela, Claire n'y prêta qu'un regard rapide. Ce n'était pas pour le luxe qu'elle était venue. En entrant, elle fut accueillie par une gouvernante au visage aimable, mais aux gestes mesurés. Claire savait que dans ce genre de maison, tout était une question de hiérarchie, même quand on prétendait le contraire. Elle monta les escaliers en silence, guidée par une jeune femme, puis, enfin, la porte s'ouvrit. Élodie était là. Assise sur un tapis au centre de sa chambre, elle jouait seule avec un puzzle. Lorsqu'elle aperçut Claire, elle se leva d'un bond, le puzzle oublié, et courut se jeter dans ses bras avec un cri de soulagement. Claire l'attrapa, l'enlaça, fort sentit son petit cœur battre contre sa poitrine. « Je suis là, ma chérie, je suis là. » La petite ne pleura pas cette fois. Elle respirait vite, mais elle souriait. Claire s'assit avec elle sur le tapis, la laissa la toucher, lui montrer ses jouets, ses dessins, ses petites trouvailles de ces derniers jours. Dans les yeux d'Élodie, il n'y avait ni peur ni confusion, seulement une certitude paisible. Claire était revenue, et le monde avait un sens à nouveau. Ce soir-là, elles dormirent dans la même chambre. Antoine n'avait pas protesté, il observait, à distance. Il n'était pas prêt, lui non plus, à comprendre cette magie silencieuse qui unissait sa fille à cette femme venue de nulle part. Les jours suivants furent doux, mais troublants. Claire ne manquait de rien. Chambre privée, vêtements neufs, repas préparés. Mais elle ne se laissait pas éblouir. Elle restait vigilante, gardait ses distances avec les domestiques, restait polie mais discrète. Le personnel, au début, la regardait avec méfiance. Certains la prenaient pour une intruse, une autre pour une stratégie de communication. Mais peu à peu, tous comprirent qu'Élodie ne vivait que lorsqu'elle était là, que sa présence n'était pas une anecdote, mais une nécessité. Un après-midi, Claire trouva Antoine seul dans le jardin, lisant un dossier à l'ombre d'un figuier. Elle s'approcha sans bruit. « Je peux vous parler. » Il leva les yeux, referma le dossier. « Bien sûr, je veux clarifier une chose. » Il haussa un sourcil. « Je vous écoute. Si je suis ici, ce n'est pas pour votre confort, ni pour votre image. Je suis là pour elle, et uniquement pour elle. » Il acquiesça lentement. « Je n'en doute pas. Mais il y a une condition, que je n'ai pas mise dans le contrat, et que je vous impose maintenant. » Il croisa les bras, attentif. « Dites-moi. » Claire prit une inspiration. « Je veux qu'elle ait une enfance, une vraie, pas une vitrine, pas un programme, pas une cage, dorée. Je veux qu'elle court, qu'elle tombe, qu'elle salisse ses vêtements, qu'elle découvre le monde autrement que par des leçons privées. Et je veux que vous me promettiez de ne pas la modeler à votre image. » Antoine la fixa immobile. Puis, lentement, il répondit « Vous êtes la première personne à me parler ainsi depuis 20 ans. Je ne suis pas impressionné par votre fortune, monsieur Girard. Je le sais. C'est précisément pour cela que vous êtes ici. » Ils restèrent un moment sans rien dire. Puis Claire tourna les talons, regagna la maison. Ce jour-là, elle avait franchi une autre ligne. Non pas vers plus de pouvoir, mais vers une liberté intérieure qu'aucun contrat ne pouvait garantir.
Elle savait qu'elle restait en territoire fragile, que tout pouvait basculer, mais elle n'avait plus peur, car chaque nuit, quand elle bordait Élodie, elle voyait dans ses yeux une lumière que rien ne pourrait lui enlever, ni les regards suspicieux, ni les journalistes, ni Antoine Girard lui-même. Elle n'avait plus besoin d'avoir raison. Elle avait une mission, et elle n'allait pas échouer. Les semaines passèrent, et avec elles, les rumeurs s'estompèrent. La presse trouva d'autres scandales à exposer, d'autres fortunes à disséquer. Le nom de Claire Dubois cessa peu à peu de résonner dans les journaux et à la télévision. Mais dans la demeure des Girard, il résonnait chaque jour, porté par une petite voix de plus en plus assurée. Élodie avait recommencé à parler, lentement, avec prudence, comme si chaque mot devait d'abord être approuvé par le souvenir de ce qu'elle avait vécu. Mais elle parlait, à Claire d'abord exclusivement, puis à son père, puis au personnel, au médecin, à son institutrice. Ce n'était pas une guérison miraculeuse, mais un chemin. Et ce chemin, Claire en était le guide invisible, mais indispensable. Elle ne dormait plus dans la chambre de l'enfant, mais toujours à proximité. Elle avait refusé les chambres du personnel. Antoine, sans discuter, lui avait attribué une aile isolée de la maison. Elle y vivait simplement, comme toujours. Aucun bijou, aucune extravagance. Elle touchait son salaire, épargnait la moitié, envoyait un peu à une cousine éloignée dans le nord. Le reste, elle le gardait. Pas pour fuir, mais parce qu'elle savait que la sécurité, pour elle, ne viendrait jamais des promesses des puissants. Dans la maison, Claire était respectée. Non parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Elle ne s'imposait pas, mais sa présence transformait tout. Les repas devenaient plus calmes quand elle était là. Les conflits se réglèrent plus vite. Même Antoine avait changé imperceptiblement. Il passait plus de temps à la maison, moins de réunions, moins de voyages. Il dînait avec sa fille, lisait avec elle, écoutait. Et parfois, il demandait l'avis de Claire. Pas sur l'éducation ou les routines, sur la vie, les émotions, les silences. Un soir, alors qu'Élodie dormait, Antoine vint frapper à la porte de Claire. Il avait dans la main une boîte, simple, en bois. Il l'attendit sans dire un mot. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une montre ancienne, usée, mais précieuse. Elle leva les yeux. C'était à mon père. Il disait que le temps ne se mesure pas en secondes, mais en choix. Et je crois que le meilleur que j'ai jamais fait, c'est de vous avoir écouté. Claire referma la boîte. Elle ne dit rien. Elle n'aimait pas les dettes symboliques. Mais ce geste, elle le comprit. Ce n'était pas un cadeau, c'était un remerciement. Le seul qu'il savait exprimer. Les mois s'enchaînèrent, les saisons tournèrent, et avec elles, la maison changea, plus vivante, plus ouverte. Claire organisa un petit potager avec Élodie. La fillette courait dans le jardin, tombait, riait, pleurait. Elle grandissait. Elle appelait Claire ma Claire, jamais maman. Et cela convenait à toutes les deux. Il n'y avait pas besoin d'un mot pour nommer ce lien. Il était là, présent dans chaque geste. Un jour, une journaliste obtint une interview exclusive avec Antoine. La question arriva inévitablement. « Et Claire Dubois, elle travaille toujours pour vous ?» Il sourit, chose rare. « Non, elle ne travaille pas pour moi. Elle fait partie de ma famille. » Cette phrase fit peu de bruit. Quelques sites la relayèrent. Mais dans l'ensemble, le monde avait déjà tourné la page, sauf ceux qui vivaient dans cette maison. Eux savaient que, parfois, les histoires les plus fortes ne sont pas celles qu'on raconte à la télévision, mais celles qui naissent dans le silence, entre un regard perdu et une main tendue. Claire restait humble. Elle ne cherchait pas à être reconnue. Elle n'avait ni réseau ni ambition sociale. Mais partout où elle allait, elle était écoutée. Et lorsqu'on lui demandait un jour ce qui avait tout changé, elle répondit simplement « Je n'ai pas sauvé une enfant. Elle m'a permis d'exister. » Et dans le cœur d'une petite fille autrefois perdue dans une place de Marseille, Claire était bien plus qu'un souvenir. Elle était un repère, une évidence, l'invisible devenu essentiel,